Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Après deux premiers romans remarqués, La théorie de l'information et L'aménagement du territoire, qui lui a valu le prix de Flore 2014, il se penche aujourd'hui sur la capitale française et son vaste projet d'extension. Le Grand Paris est autant une histoire de pouvoir qu'une aventure urbanistique, avec comme toile de fond l'Élysée et la Seine-Saint-Denis. Aurélien Bélanger est mon invité. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour. Très heureuse de vous accueillir sur le plateau de À l'affiche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous venez nous parler de votre dernier roman, Le Grand Paris, publié chez Gallimard. Alors Le Grand Paris, du nom du projet urbanistique d'envergure qui vise à connecter davantage Paris et sa banlieue. Alors votre héros est un jeune urbaniste ambitieux. Il est le concepteur du Grand Paris au milieu des années 2000. On suit sa trajectoire, son ascension et puis ensuite sa disgrâce. Et on est témoin de son entrée dans le premier cercle élyséen aux côtés du prince, alias un Nicolas Sarkozy qui n'est jamais mentionné, puis de sa reconversion. Alors finalement, le parcours qui est finalement à la fois géographique et puis symbolique de votre héros, Alexandre Belgrand, il est assez singulier. Il passe d'un 92 aisé à un 93 un peu fantasmé, puis après réel, en passant par l'Élysée. Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, d'écrire un roman initiatique ? C'est un roman de formation et je voulais imaginer un parcours sociologiquement impossible. C'est pas possible si on est né dans les beaux quartiers et à l'ouest de la capitale d'aller à l'est et d'aller dans ces banlieues sensibles, dans ce 93 qui est d'une terre de fantasmes depuis une trentaine d'années en France. Je voulais raconter ça, c'était le projet dès le tout début. Je voulais raconter quelqu'un qui allait s'enfoncer finalement au mauvais endroit de la ville et qui allait décider volontairement de tout abandonner pour vivre à cet endroit. Ouais. Un peu comme un Rastignac de la modernité ? Un Rastignac, mais qui après être arrivé au sommet du Père-Lachaise chez Balzac ou là au sommet du Faubourg Saint-Honoré ou du Triangle d'Or à l'Élysée, continuerait son parcours de façon étrange et dériverait lentement vers l'est de la métropole. Et le lecteur, en fait, il est plongé dans une décennie qu'il reconnaît, enfin qu'il connaît bien. C'est avant, pendant et puis après le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'ancrer votre récit à cette période-là spécifiquement ? Parce que c'est une période que je connais bien, tout simplement pour l'avoir vécue et traversée, et qui commence à apparaître loin. En fait, le 2007, aujourd'hui, l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, ça a déjà 10 ans, donc c'est déjà un peu perdu. Mais il y a des signes très forts, des images médiatiques qui nous restent, des mots comme ça, comme quand il dit sur la dalle d'Argenteuil, je vais vous débarrasser de ces tracailles, etc. C'est des espèces de symboles où le personnage est en train de perdre un peu sa réalité et intègre une sorte de petite mythologie de l'histoire de France. Et c'était amusant de rejouer ça. Et il y avait aussi le projet de raconter 15 ou 20 ans d'histoire de France assez déterminant le début du deuxième millénaire. Oui, du coup avec une certaine distance. Alors quand le héros il intègre l'Élysée, il pressent en fait d'emblée que le Grand Paris, ce projet urbanistique, va être la seule trace importante laissée par le président. Comment est-ce que en fait l'aménagement urbain devient un tel enjeu de pouvoir ? J'ai voulu raconter deux choses. L'incroyable engouement en 2007 autour de la campagne et autour de l'élection de cet homme. Et très rapidement, la déception très rapide, un an, quelques mois après, c'est déjà fini. Et on se dit que ça ne va pas changer la France, ça ne va pas sauver le monde, etc. C'était une élection très messianique, comme sont souvent les élections présidentielles en France. Et quand il arrive, donc le nouveau prince est exceptionnellement doué. Et quand il arrive à l'Élysée, il s'agit de lui bâtir un nouveau projet, comme... je caricature, mais comme Louis XIV aurait eu Versailles ou Mitterrand aurait eu ses grands travaux, il s'agit d'offrir au prince quelque chose d'énorme. Et quelle est l'idée d'Alexandre Belgrand ? Il faut lui offrir une nouvelle capitale. Paris est trop étriqué, donc il ne s'agit pas de déplacer Paris ni de le mettre ailleurs. Il s'agit de renouveler cette ville et de l'étendre enfin et de faire de cette ville de 2 millions d'habitants quelque chose qui grossirait jusqu'à englober sa grande banlieue, sa banlieue, et devenir un objet de 12 millions d'habitants. Et laisser son empreinte ce faisant. Oui. Alors, le Minitel et le TGV au cœur de vos deux premiers romans, là, vous attaquez à une métropole et puis à ses réseaux de transport. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans les villes et puis les réseaux qui les accompagnent ? Je suis fasciné par la modernité parce que c'est une question ouverte. Est-ce que la modernité existe ? En tout cas, elle a cette espèce de projet très progressiste des modernes et de fabriquer des choses nouvelles et de résoudre des problèmes, etc. Et en France, c'est très incarné par des grands corps d'État, par une haute fonction publique qui incarne ça. Le rêve de modernité, on va dire, dans un pays comme les États-Unis, il est délégué au secteur privé, et c'est la Silicon Valley qui s'en occupe. Le rêve de
modernité, en France, il touche le cœur même de l'État, comme si cet État français devait toujours apporter la révolution en permanence. Donc une révolution souvent qui vise les technostructures, donc fabriquer le TGV, fabriquer un nouveau système télématique, et là, en l'occurrence, fabriquer un nouveau réseau de transport, un réseau d'infrastructures. Et j'ai toujours cette fascination pour les infrastructures, parce que c'est des choses qui sont fabriquées par les hommes, mais qui échappent un peu aux hommes, et qui finissent par devenir des sortes de monstres tout-puissants. Ouais. Oui, et vous leur donnez justement ce côté un peu mystique parfois. Alors, dans le Grand Paris, il y a vraiment un mélange de fiction, et puis on l'a dit, d'événements réels. Vous parlez des émeutes de 2005, de l'affaire de l'EHPAD, vous mentionnez tout à l'heure le nettoyage au Karcher à Argenteuil, le Croc de Boucher aussi. À votre avis, qu'apportent pour le lecteur ces clins d'œil historiques et réels ? Il y a, je pense, j'espère, il y a un double sentiment déjà on s'en souvient, et en même temps c'est déjà loin, et c'est déjà de l'histoire, et c'est quelque chose qui n'est pas directement de l'histoire, qui est plus de l'actualité, et qui concerne cette surface assez mobile, et qui concerne spécifiquement le cerveau humain. C'est comme des vieux souvenirs un peu oubliés, et donc d'un pur point de vue poétique, c'est des objets qui me semblent assez intéressants à manipuler. Alors, en fait, sur ce point-là, le lien avec le subjectif, le réel, on a voulu en savoir plus, et aussi sur la part de subjectivité ou non de votre récit. Et on est allé à la rencontre de quelqu'un qui vous connaît très bien et qui a lu tous vos romans, et on lui a demandé ce qui faisait, selon elle, la force de ce troisième roman. On l'écoute. On retrouve plein de choses qu'on a vécues, des gens qu'on connaît, on se dit tiens, il manipule des gens dont on subodore l'existence, mais en même temps, il arrive à transcender ça et à jamais être dans l'anecdote. Donc ce qui le distingue, je pense, c'est d'une certaine façon le désir affirmé vraiment de ne pas être dans l'autobiographie, dans le fait de se raconter, et de raconter un personnage, d'aimer la fiction pour ce que c'est, et de le raconter dans un univers, dans l'histoire. Et en même temps, paradoxalement, il arrive à être extrêmement personnel. Et ça, je pense que c'est la chose la plus difficile, finalement, quand on ne se raconte pas soi directement. Justine Triet, est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse ? C'est très flatteur. En fait, pour utiliser un grand mot, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est la question de l'âme. Est-ce qu'elle est individuelle ? Est-ce qu'elle est collective ? Qu'est-ce que l'esprit du temps ? Qu'est-ce que l'esprit d'une époque ? J'ai toujours tendance à prendre cette idée au premier degré. Souvent, on peut reprocher à mes romans d'être trop idéologiques et d'être trop désincarnés. Alors, quelle est notre incarnation principale ? Notre incarnation principale, en tant qu'être pensant, ce sont nos idées, ce sont les théories auxquelles on croit, et tout cet univers un peu semi-mental qui flotte, ou parfois se concrétise, devient un réseau de transport, parfois reste purement mental. Donc, il me semble que c'est mon objet, enfin c'est l'objet qui m'intéresse en littérature. Oui, et aussi la mémoire collective. Ça reste toujours, c'est une question qui est redevenue polémique avec la campagne présidentielle, mais la question du roman national m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on raconte ces choses qui nous dépassent ? La question de la religion, elle n'est pas absente non plus de votre roman. D'abord parce que le pouvoir est aussi décrit de manière quasi mystique, et aussi parce que l'islam apparaît en filigrane tout au long du roman. Comment est-ce que la question religieuse s'inscrit-elle dans vos réflexions sur notre époque, notre modernité ? La question religieuse, elle aurait été prétendument réglée en politique il y a 5 siècles par Machiavel, qui a un peu fait la ligne de partage des eaux entre la politique du côté de l'efficacité, voire un peu de cruauté, et de l'autre côté le religieux, etc. Finalement, la loi de la laïcité de 1905, c'est qu'une sorte de réédition de ce partage original opéré par Machiavel il y a 500 ans. Et mon personnage principal, Alexandre Belgrand, il va rencontrer un professeur de philosophie politique, un urbaniste un peu mystérieux qui s'appelle Machelin. C'est évidemment une francisation de Machiavel. Et lui, il entend renouveler ce pacte mystérieux qui lierait l'Occident. Et contrairement à l'image qu'on a souvent, où la politique serait le signe le plus extrême de sécularisation du monde, et c'est parce qu'il y a la politique moderne qu'on est vraiment des êtres plus du tout religieux, en fait, je voulais montrer l'inverse, que la politique touchait directement au sacré. Et le sacré, c'est pas le sacré forcément divin, c'est le sacré en tant que, là, on touche au grand réglage anthropologique de l'espèce, comme fait l'urbanisme. On touche au plus sacré du sacré, et il y a toujours ce caractère un peu émerveillé de mon personnage, et qui est parfois aussi le mien, devant les structures du pouvoir. Jusqu'à la conversion finale. Et j'imagine, du coup, je prends la chose vraiment au sérieux, et m'agaçant parfois de l'obsession religieuse des Français en tant que peuple qui se prétend en moderne et qui entend une sorte de pacte entre modernité, athéisme et démocratie, j'essaie de glisser une ambiguïté là-dedans, et de dire que ce n'est pas du tout, c'est contrairement à ce que pensent mes contemporains, c'est pas du tout impossible d'être religieux et moderne. C'est une bonne dose de radicalité. Et d'ailleurs, la modernité peut être même une religion. Alors pour finir cette émission, on vous a réclamé une recommandation culturelle, et vous avez choisi le film Victoria de Justine Triet, qui est sorti en septembre dernier et en DVD depuis peu, et puis qui fait la course au César 2017. Alors pourquoi ce choix ?
Parce Justine Triet a un don que devraient avoir tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices. Elle a un don de la mise en scène. Elle excelle quand l'image déborde, quand c'est trop plein, quand il y a du bordel. D'un coup, ça se met à vivre et à éclater sous nos yeux. Et donc, c'est jamais ennuyeux et c'est d'une vraie générosité par rapport à la vie réelle. Et puis, c'est très jubilatoire aussi, très lumineux. Oui. Merci beaucoup Aurélien, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu nous parler de Le Grand Paris, paru aux éditions Gallimard, une fresque aussi impressionnante que passionnante. Et on se quitte avec des images du film que vous nous recommandez, Victoria de Justine Triet. À très bientôt. Qu'est-ce que tu fais là, David? C'est bon, là, je passais dans le coin, je peux voir mes filles quand même. Tu connais le blog de ton ex? Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients? C'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau alors que je suis en plein néant sexuel. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir? Non, pas de témoin humain, mais Jacques, son chien. J'ai l'impression que t'as touché le fond. Mais j'ai constaté que dans le fond du fond, y a pas de fond. Je vais te faire ravaler ton arrogance de petite pute du 7e. Saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. J'en suis plus dans vos délires pervers, je suis épuisée. Voilà, respire. Je vous dérange pas, hein? Je vais y aller. Non, c'est parce que tu crois, en fait, moi je garde les enfants, il est complètement stupide ou quoi? My quizzical kid, man, he doesn't want anything yet. He's forever